Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Ce mois-ci a lieu la journée mondiale de lutte contre la douleur. J'ai décidé d'aborder ce sujet avec un expert de la santé de proximité, une consoeur, le docteur Sophia Panagides, pharmacien. Bonjour docteur. Bonjour à tous, bonjour Rebecca. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. La douleur est une des raisons principales pour lesquelles les patients se rendent en pharmacie. Pouvez-vous nous expliquer comment se fait la distinction entre les douleurs aiguës et les douleurs chroniques? Et donc, quelle est l'approche à l'officine pour ces deux types de douleurs? Alors la douleur, tout d'abord, on peut la définir, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. C'est un signal d'alerte qui va partir d'une zone du corps, envoyer un message au cerveau qui va ensuite analyser ce message. Il faut savoir que la perception de la douleur est très différente d'une personne à l'autre, et donc effectivement il y a deux types de douleurs, la douleur aiguë et la douleur chronique. Donc la douleur aiguë, c'est une douleur de courte durée, quelques heures à quelques semaines. En général, elle disparaît lorsque l'on a traité la cause, donc lorsque l'origine disparaît. Et la douleur chronique, c'est une douleur qui persiste dans le temps, elle va durer plus de 3 mois, malgré un traitement antidouleur. Elle peut alors évoluer vers une maladie chronique, caractérisée par des symptômes associés, comme des troubles du sommeil, un stress, une altération de la qualité de vie du patient. Donc c'est souvent long, difficile à traiter et il y a un retentissement important sur le quotidien du patient. Il y a aussi différents types de douleurs en fonction du mécanisme. Donc je citerai la douleur nociceptive. Elle est due à une lésion ou une inflammation au niveau d'un tissu, donc ça peut être musculaire ou articulaire. La douleur neuropathique, liée à des troubles, une lésion au niveau du système nerveux. La douleur psychogène, qui elle est liée à des troubles psychiques, donc qui va provoquer une sensation douloureuse sans forcément qu'il y ait une atteinte au niveau d'un organe. Et enfin, toutes les douleurs qui sont associées à un geste mécanique, à des soins médicaux par exemple, une intervention chirurgicale ou des examens médicaux. Ensuite, on va quantifier la douleur donc par différents outils. Donc par exemple, l'EVA ou échelle visuelle analogique. Donc le patient à l'aide d'une réglette va positionner le curseur de droite à gauche, de pas de douleur à douleur maximale imaginable. Il va quantifier cette douleur à l'aide d'une échelle donc allant de 0 à 10. Il y a également l'EVS ou échelle verbale simple. Donc qui permet de décrire la douleur avec des mots simples comme pas de douleur, douleur faible, douleur modérée, douleur intense, très forte. Donc la prise en charge de la douleur peut se faire par la prise de médicaments, sous forme orale, sous forme locale, injectable, et donc le choix du traitement se fera en fonction de l'intensité de la douleur, du type de douleur, l'histoire du patient et vraiment son ressenti. On peut également envisager des alternatives non médicamenteuses, donc comme par exemple des techniques de relaxation, la sophrologie, l'hypnose ou encore la neurostimulation. Donc le pharmacien tient son rôle dans l'explication du médicament. Il s'agit d'une prise en charge globale, mais aussi individuelle. On va vraiment expliquer l'utilité de chaque médicament antidouleur par ordre croissant en fonction de l'intensité de la douleur ressentie par le patient. Voilà, donc il y a plusieurs paliers d'antalgiques. Il y a 3 paliers. Les antalgiques de palier 1, qui eux sont indiqués pour une lésion d'intensité faible à modérée, donc ils comprennent le paracétamol, l'Acupan ou le Néfopan qui est un analgésique pur, et les AINS ou anti-inflammatoires non stéroïdiens, on en parlera plus tard. Les antalgiques de palier 2 ou opioïdes faibles, eux sont indiqués dans les traitements des douleurs modérées à sévères et ne répondant pas au traitement donc, de palier 1 aux doses maximales tolérées. Ils regroupent par exemple la codéine, le tramadol, la poudre tropium. Et enfin, les antalgiques de palier 2 ou opioïdes forts,
qui sont utilisés donc, lorsque les antalgiques de palier 2 ne suffisent pas. On citera par exemple la morphine, l'oxycodone, etc. Il y a également des antalgiques adjuvants, par exemple les myorelaxants, les antiépileptiques, les antidépresseurs qu'on pourra utiliser donc, pour vraiment traiter le patient dans sa globalité. Donc le pharmacien veille à éviter le mésusage et le surdosage du médicament en sécurisant donc, au mieux justement l'utilisation des antalgiques sans en restreindre l'accès aux patients. Donc on est là pour expliquer aux patients qu'il faut prendre un antidouleur de façon adaptée à la douleur qu'il ressent et on est là donc pour énoncer justement donc les éventuels effets indésirables, on y reviendra. Justement, beaucoup de patients sans s'en rendre compte prennent des doses trop élevées ou combinent plusieurs médicaments qui peuvent contenir les mêmes principes actifs, ce qui du coup peut entraîner des risques graves pour leur santé. C'est ce que l'on appelle le mésusage des médicaments, comme vous venez de le dire, qui sont donc souvent causés par une automédication. Quelles sont les principales causes de mésusage des médicaments? Donc on a bien compris, les patients le prennent pas aux doses adaptées. Tout à fait. Mais quoi d'autre? Donc voilà, c'est le manque d'informations en fait sur le médicament, le manque de connaissances. Les professionnels de santé, donc les prescripteurs, les dispensateurs, donc pharmaciens par exemple, les soignants, sont là pour informer le patient sur l'usage des médicaments, les éduquer, vraiment les superviser dans la prise de leur traitement. Donc, une des principales causes, donc, c'est le non-respect des posologies maximales tolérées, comme on l'a dit, les intervalles de prise entre les médicaments, donc, qui ne sont pas respectés, les interactions médicamenteuses, la polymédication. Souvent, il peut y avoir confusion entre les différentes spécialités. Donc, typiquement, une personne âgée qui est polymédiquée de base pour une maladie métabolique depuis des années et qui sort d'hospitalisation avec une ordonnance avec tous les antalgiques de palier 1 à palier 3 et qui ne sait pas quoi prendre et dans quel ordre et s'il faut prendre les antalgiques de manière systématique ou pas. Donc on est là vraiment pour décortiquer ensemble donc l'ordonnance et expliquer les précautions d'emploi donc pour chaque médicament. Des médicaments peuvent également faire l'objet de dépendance, on en parlera plus tard, d'accoutumance, et donc amener à un surdosage ou même un détournement du médicament. En France, le paracétamol représente plus de 300 millions de boîtes vendues par an, chiffre inégalé en Europe et qui ne fait que croître. Le paracétamol est la première cause de toxicité hépatique responsable de transplantation hépatique. Comment l'éviter ? Alors, pour éviter les effets indésirables liés à la prise répétée, en tout cas à des prises supérieures aux doses recommandées de paracétamol qui peuvent entraîner donc, des lésions hépatiques ou une toxicité hépatique, il faut respecter les doses maximales. Encore une fois, on le répète. Et justement, quelles sont les posologies pour les bébés, pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes âgées? Allez, parti. Alors, chez les enfants, il est impératif de respecter les doses en fonction du poids. Donc la recommandation, la dose quotidienne recommandée chez un bébé et un enfant est de 60 mg par kilo par jour, mais en plusieurs prises, donc en 4 prises. Donc, autrement dit, 15 mg par kilo toutes les 6 heures. Chez l'adulte ou l'adolescent à partir de 15 ans environ, qui fait plus de 50 kg, ça sera 1 gramme toutes les 6 heures, donc pas plus de 3 grammes par jour. Voilà. Donc on dépasse pas 80 mg par kilo chez l'enfant et on dépasse pas 3 grammes par jour chez l'adulte. Donc quels sont les signes d'alerte d'une intoxication au paracétamol? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, après 24 à 72 heures de prise de paracétamol, peuvent survenir des troubles digestifs, comme les nausées, des vomissements, des douleurs abdominales ou même une fatigue un peu s'installer. Et donc à ce stade, les analyses biologiques montrent également une augmentation des enzymes hépatiques, les transaminases, donc qui montrent que la fonction hépatique est altérée. D'ailleurs, là j'ai une petite information à communiquer. Quand on s'est pris une cuite, que du coup l'alcool est métabolisé au niveau du foie, donc on a le foie qui va être surchargé
et qu'on a mal à la tête en lendemain de cuite, on ne prend surtout pas de paracétamol puisque c'est métabolisé au niveau du foie, donc ça va surcharger cela et du coup ça va entraîner des conséquences type intoxication. Voilà. Complètement. Maintenant, on va parler des INS, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils ont de nombreuses contre-indications. Est-ce que vous pouvez nous les énumérer, s'il vous plaît ? Alors, première contre-indication connue, la grossesse au 1er et au 3e trimestre. L'allergie aux salicylés ou assimilés, enfin tous les INS. Donc, par exemple, quelqu'un qui prend de l'aspirine ne pourra pas prendre des INS. Les troubles de la coagulation sanguine, par exemple, donc quelqu'un qui est sous anticoagulant ne prendra pas d'INS, il y a un risque hémorragique. Tous les troubles liés à l'estomac, donc gastrite, ulcère de l'estomac, reflux gastro-œsophagien ou lorsqu'il y a un terrain acide, on évite les INS. L'insuffisance hépatique, ça va de soi, puisque le paracétamol est métabolisé par le foie, et l'insuffisance rénale. Je vous ai pas parlé du cas d'insuffisance rénale en ce qui concerne les posologies, et notamment chez les personnes âgées, dont les fonctions d'élimination sont amoindries. En général, on recommande un intervalle de prise de 8 heures plutôt que de 6 heures. Voilà. Pour le paracétamol, les personnes âgées ou lorsque la fonction rénale est amoindrie. Et ouais. Pardon, je vous ai écouté. Ouais. Non, c'est bon. Et en cas d'abcès, est-ce qu'on prend un INS ou pas ? Alors oui. Normalement. Très important de mentionner cette précaution d'emploi. On le dit pas assez au comptoir. Voilà, il ne faut pas prendre d'INS lorsqu'il y a une infection. Pourquoi ? Parce que par définition, un INS, donc un anti-inflammatoire, bloque l'inflammation. L'inflammation, c'est un processus de défense. Donc, s'il bloque l'inflammation, donc il floute cette inflammation, il va empêcher le corps de se défendre contre le germe, d'accord ? Et donc, empêcher le processus de guérison et donc aggraver l'infection. Donc, règle générale, ne jamais prendre, ou en tout cas éviter au maximum de prendre des INS lorsque l'on est malade. Donc, cas classique au comptoir ou en officine, j'ai un abcès dentaire, je prends une INS, c'est magique, ça va me soulager dans l'immédiat, mais je vais aggraver mon cas, voilà. Ou lorsque j'ai l'angine, que ce soit une angine d'origine virale ou bactérienne, je ne prends surtout pas d'INS, parce que je risque d'être exposée à des complications. Les médicaments opioïdes sont des médicaments donc antidouleurs dont la consommation a fortement augmenté depuis les années 2000, accompagnée d'une augmentation des mésusages et décès par overdose. L'augmentation des décès est telle que l'on parle aujourd'hui de crise des opioïdes déclarée essentiellement aux États-Unis, mais cette crise impacte également les pays européens et donc la Belgique. Le pharmacien, en tant que dispensateur de soins, joue un rôle fondamental dans cette crise. Quelles sont les mesures prises à l'officine pour éviter le risque de dépendance et de surdosage aux opioïdes? Alors, on s'assure de la conformité de l'ordonnance. Ce sont des ordonnances assez spécifiques en tout ce qui concerne les opioïdes forts, écrites en toutes lettres, nominatives, donc d'une pharmacie. Donc, on doit respecter les doses prescrites. On a 3 jours pour délivrer l'opiacé en question. Dépasser ce délai, on décompte les gélules ou les cachets d'opioïdes. Donc voilà, c'est vraiment très strict. Pourquoi ? Pour éviter justement le mésusage de ces antidouleurs. Donc si par exemple un médicament n'est pas utilisé, on demandera au patient de le rapporter à la pharmacie pour éviter toute automédication. On évite le surstockage, donc pareil. Donc par exemple, on propose sur une ordonnance d'un mois, de donner au compte-gouttes les comprimés tous les 7 jours par exemple pour s'assurer de la tolérance du traitement. Donc on informe du coup les potentiels effets indésirables auprès du patient, donc comme par exemple la somnolence, ça c'est connu, on ne prend pas la voiture par exemple lorsque on est sous opiacé, confusion et pris à des doses très élevées, un risque de détresse respiratoire. Il y a également le risque d'accoutumance, d'où l'importance de respecter les doses et de prendre l'antalgique de manière progressive lorsque la douleur est chronique, ça va durer un temps et qu'elle est installée. Et donc si c'est pris au long cours et qu'un jour le patient souhaite arrêter son traitement aux opioïdes, il faudra qu'il arrête progressivement pour éviter le syndrome de sevrage. Vous pouvez nous expliquer le syndrome de sevrage ?
Alors c'est une envie irrépressible en fait de prendre la dose. La dose qui est prise de manière quotidienne ne suffit pas, donc on voudra augmenter les doses. C'est comme un manque. Donc c'est comme c'est ça, c'est un manque. La prise en charge naturelle de la douleur à l'officine repose donc sur une approche globale. On l'a bien compris. On a bien compris l'importance du pharmacien dans la délivrance, dans la dispensation des médicaments. Mais on peut également combiner des produits naturels tels que des plantes, des huiles essentielles, des compléments alimentaires et faire appel également à la thermothérapie, à la kiné. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, au comptoir, dans la prise en charge naturelle de la douleur? Alors, douleur aiguë, j'imagine. Douleur aiguë, oui, ou douleur chronique. Déjà, on s'assure que de manière globale, le patient va bien. Dans le cas d'une douleur chronique, c'est vraiment une prise en charge globale parce que souvent, le psychisme est impacté. Il y a une altération de la qualité de vie du patient. Donc, on s'assure qu'il a une bonne alimentation, qu'il n'y a pas des carences qui se sont installées. Je pense à un minéral essentiel, le magnésium, très intéressant. Donc, lorsqu'il y a des douleurs, par exemple, musculaires, ou ne serait-ce que pour le métabolisme du corps, puisqu'il intervient dans toutes les réactions enzymatiques de notre organisme, le magnésium. Et en ce qui concerne les plantes donc naturelles, je pense à l'arnica. C'est simple, quand on donne un coup, qu'on a une inflammation articulaire musculaire. Le curcuma, qui est une racine issue de l'Inde et qui a des propriétés anti-inflammatoires. On dit qu'elle est cortisone-like, donc évidemment, on ne la prendra pas en même temps qu'un INS. Elle est connue aussi pour ses propriétés antioxydantes, donc très puissantes. Donc elle va lutter contre la destruction cellulaire. On peut l'associer d'ailleurs avec l'arpagophytum qui lui aussi est anti-inflammatoire. Ensuite, en aromathérapie, je citerai parmi les huiles essentielles la Golterie, que l'on peut associer à l'eucalyptus citronné. On mélange ces huiles essentielles dans une huile végétale qu'on peut utiliser donc en massage. Et on va juste rappeler aussi les contre-indications des huiles essentielles. Femme enceinte, allaitante, oui. Asthmatique, épileptique et les enfants. Tout à fait. Selon l'âge. Oui. Voilà, donc on s'assurait effectivement que le patient ne présente pas des contre-indications quant à l'utilisation d'huile essentielle, ce n'est pas anodin. Donc toujours demander conseil auprès d'un professionnel de santé. Ensuite, je pense à la menthe poivrée, très connue. Elle a plein de propriétés, mais elle a aussi donc des propriétés antidouleurs pour son effet froid, anesthésiant. Donc par exemple lorsqu'on a un mal de tête et que c'est localisé. Le clou de girofle pour les douleurs bucco-dentaires et pour ses propriétés antiseptiques. Ensuite, en thermothérapie, comme on l'a dit, le chaud et le froid. Donc le froid, c'est connu, ça soulage dans l'immédiat une douleur, donc c'est un effet anesthésiant. Et le chaud pour le côté relaxant, décontractant. Et enfin, je terminerai par l'argile. L'argile en cataplasme, c'est une terre en fait qui a un pouvoir absorbant, assainissant, qui va être là pour aspirer les déchets qui sont retenus dans les tissus. Et également donc riche en minéraux, donc très intéressant donc lorsqu'on a une douleur locale. Merci beaucoup, Dr Panagides. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on termine cette émission? Un message à faire passer? Alors oui, nous sommes au mois d'octobre, octobre rose, voilà. Donc c'est un mois qui est dédié à la sensibilisation de la femme dans le dépistage du cancer du sein, à tout âge. Donc je pense à l'autopalpation par exemple qui est le premier geste simple à faire chez soi. Évidemment avoir un suivi régulier par son spécialiste. Donc le but en fait de ce mois d'octobre c'est de récolter des fonds pour aider la recherche dans la prévention, dans le traitement et la guérison du cancer du sein. Donc il y a des actions qui sont mises en place pour récolter l'argent, donc comme des courses, des marches, des témoignages, des conférences, des dons. Voilà. Donc ce mois d'octobre aussi fait écho sur le fait que il est important dans la vie de prendre soin de soi. Merci beaucoup, Dr Panagides. Merci. Vous l'aurez compris, il est très important d'écouter son pharmacien, d'écouter son médecin.
de bien respecter les posologies qui sont indiquées sur l'ordonnance, ou si c'est de la vente libre comme paracétamol ou INS, de vraiment suivre à la lettre ce qu'on vous dit, parce que ça peut avoir des répercussions qui peuvent être dramatiques pour votre santé. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés ce matin. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram, ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail, rebecca@radiojm.fr. Merci encore, Dr Panagides. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.